Un dialogue se profile à l'horizon. Les évêques consultent la classe politique. Ils étaient premièrement face du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensuite, ils sont allés voir Vital Kamerhe. Aujourd'hui, hier, ils étaient avec le patron des Envols. Mais il y a quelque chose qui inquiète la population congolaise. Ce que Cholet avait dit dans son point de presse, que le dialogue sera ou va inclure le M23 et le AFC de Nanga. Mais est-ce que c'est possible que ce dialogue se tienne sous ces formats-là? Est-ce que la population congolaise sera d'accord si le chef de l'État accepte de dialoguer avec le M23 alors qu'il en avait refusé depuis tout ce temps? Nous en parlons dans cette émission. Nous recevons Cédric, le parti cher à Didier Boudimbo, qui est l'actuel ministre du Sport. Je co-anime l'émission avec Vincent Mozongo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Cédric. Heureux d'être en face de vous. N'est pas vouloir s'adapter à la culture démocratique. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas reconnaître la volonté populaire exprimée à travers les urnes. C'est là qu'on évoque la problématique de la cohésion. Et parlant de cette problématique de la cohésion, la CENCO essaye de refaire le jeu de 2017 pour accorder les bons offices, évidemment, pour parvenir à cette cohésion. Et c'est bien là qu'il va falloir que l'on définisse, ou même encore qu'on établisse un distinguo entre la cohésion nationale et la cohésion politique. Pour le cas d'espèce, la CENCO serait en train de vouloir obtenir une cohésion politique puisque la problématique ou encore le problème de la cohésion nationale ne se pose pas. La cohésion nationale, elle est bien réelle. Après les élections, la population s'est exprimée à l'écrasante majorité, sauf que la cohésion ne devait pas exclure la notion de la démocratie. Si on voudrait obtenir la cohésion politique, alors là, on ignore l'effet de l'existence ou encore des valeurs qui portent la démocratie. La démocratie, c'est cette dictature de la majorité. Évidemment, il faudrait que l'on donne... Il faudra que cette majorité soit légitime. Et bien sûr qu'elle soit légitime puisque celle-ci émane de la volonté du peuple. Mais aujourd'hui, selon l'opposition, il se pose un problème de légitimité. Non, selon l'opposition, je pense que le problème d'un pays n'est pas même selon les individus, non, encore moins la CENCO, mais c'est plutôt la volonté de la population. La population qui s'était exprimée, cette CENCO, après les élections, n'avait pas dit le contraire que la volonté populaire. Je ne pense pas que le pays puisse chaque fois connaître une perte d'élan ou même encore que l'élan du développement soit plombé à la suite d'une certaine expression des individus par rapport à leurs intérêts. Ici, je pense que si nous considérons aujourd'hui que nous sommes dans une crise, évidemment, c'est la crise sécuritaire. Je me pose en même temps la question, comment la CENCO... Elle n'est pas politique? Il n'y a pas de crise politique. Comment la CENCO compte-t-elle faire pour concilier la classe politique autour d'une table pour répondre à une question politique à travers un dialogue, pardon, pour répondre à une crise sécuritaire par un dialogue politique? Je me dis, ça prouve à suffisance que c'est un dialogue qui n'a pas de substance que je puis considérer comme un piège. Mais pour la CENCO, c'est plutôt la crise politique qui a généré cette crise sécuritaire. Ça veut dire que si on trouve un plan de sortie de la crise politique, automatiquement, on a une solution
à la crise humanitaire. Mais dans Vous n'êtes pas d'accord? donc ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est qu'en même temps, la CENCO accuse l'opposition d'être derrière la guerre d'agression. Puisque s'il faudrait que nous parlions avec les acteurs politiques, nous nous mettons en face de Martin Fayoulou, en face de M. Kabila, en face de Délice Sanga et j'en passe. Est-ce pour autant que le M23 arrêtera son aventure? Oui, mais justement, parce que si on se rappelle du chef de l'État, il disait à l'époque que l'AFC, c'est Joseph Kabila. Ça veut dire que les armes seront tées. Exactement, le chef de l'État l'a dit. Encore faut-il que... Parce qu'ici, il s'agit d'une guerre d'agression, le Rwanda. Même lorsque vous suivez la presse internationale, on ne considère pas cette marionnette-là, que vous appelez FC Nanga, ça c'est une marionnette. Aujourd'hui, vous retirez les troupes rwandaises, ils s'arrêtent tout de suite. Mais on parle d'une opposition militaire. Nanga ne représente absolument rien et derrière, il n'y a rien. Il y a juste qu'on est en train de l'utiliser avec toutes les conséquences qu'il finira par payer par le Rwanda. Voilà pourquoi nous considérons le M23 comme une guerre d'agression. Mais lorsqu'on veut créer une cohésion à travers un dialogue, donc résoudre la situation sécuritaire en parlant avec les acteurs politiques, il faudra a priori... Qui sont des acteurs... Il faudra a priori établir la relation entre ces acteurs politiques et les acteurs de la guerre. Sinon alors, Tout à fait. on n'aura répondu à rien. Parce que si nous discutons avec le M23, ça n'implique pas, dans l'hypothèse de la CENCO, la problématique de la cohésion politique. Et pourtant, si nous parlons de la cohésion politique avec les acteurs politiques, les motivations de la guerre ne seront pas non plus réglées. Voilà pourquoi j'ai dit la CENCO n'a pas mûri sa stratégie et je pense qu'on veut institutionnaliser le dialogue. On veut bafouer l'état constitutionnel que nous sommes à l'état du dialogue. Et pourtant, tout le monde sait qu'avec les gouvernements des conciliambules, que nous avons eu une panoplie dans ce pays, ça n'a servi qu'à plomber l'élan du développement de notre pays. Le peuple s'est exprimé et le peuple a fait un choix. Doit-on aujourd'hui arrêter les choix de la démocratie à celui des dialogues ou même encore, doit-on donner la crédibilité à l'offre politique de l'AFC qui est celle des hommes forts et d'un État d'hommes forts ou même encore de l'ordre du plus fort ou bien de l'évolution, même encore de la consolidation de la démocratie, tel est le schéma actuel avec le président Félix Tshisekedi. Je pense que le choix est clair. Alors, mais donc, on est au bout du chemin. Qu'est-ce que vous proposerez? Écoutez, on n'est pas au bout du chemin parce que c'est une aventure sans lendemain. L'aventure du M23 est une aventure sans lendemain. Voilà pourquoi j'ai dit toutes les conséquences devant Corneille Nangaa. Il ne les a pas vues. Demain, il s'en rendra compte et ça sera peut-être trop tard. Nous avons déjà été dans cette aventure avec Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, mais je ne sais pas si aujourd'hui les Congolais savent encore feuilleter dans l'histoire, voir évidemment ce qui s'est passé hier pour vivre aujourd'hui, afin de projeter demain. Nous ne sommes pas au bout du chemin. Je pense que plutôt le chef de l'État est en train de cheminer dans son plan. Il n'avait pas fermé la porte à un dialogue. Vous êtes partant pour un dialogue d'inclusivité ou non? Non, mais écoutez, les dialogues d'inclusivité, ça dépend du contenu que vous en donnez. Mais le non, chef pas moi, c'est plutôt la CENCO. Non, j'ai déjà dit que le dialogue de la CENCO n'a pas de substance. Vous mettez déjà des côtés. Je n'ai pas de substance. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, pour ce qui est du dialogue, je pense que le chef de l'État n'avait jamais fermé la porte. Il va falloir évidemment, comme il avait dit... Il ferme la porte parce qu'il ne veut pas dialoguer avec le M23. C'est une façon de fermer la porte. Écoutez, moi je pense que par rapport à la fenêtre ouverte à l'international, il va falloir que la question soit résolue à ce niveau puisque nous sommes dans une situation sécuritaire. Et parlant de la situation sécuritaire, l'élément pivot, l'élément central de cette crise, c'est le Rwanda. Voilà pourquoi le chef de l'État ne veut pas s'attaquer à n'importe quelle marionnette. Il voudrait bien sûr que nous soyons autour d'une table avec celui qui est au centre de la problématique, c'est-à-dire le Rwanda. C'est le vrai dialogue qui ramènera la paix, pas un dialogue qui vise le positionnement des acteurs politiques et qui, à la fin, n'aura aucun résultat. Et Paul Kagame ne partage pas ces allégations. Pour lui, la guerre qui est qualifiée par les officiels ici étant d'agression, pour Paul Kagame, il ne s'agit pas d'une guerre d'agression, ce sont des Congolais qui se battent entre eux pour ce qui n'a pas été résolu au scrutin. Nanga, par exemple, c'est quelqu'un de connu sur la place, l'ancien président de la centrale électorale. On sait très bien qu'il a pris les armes pas pour soutenir Kagame. Donc Kagame s'est détaché. S'il y a dialogue, vous allez dialoguer avec qui? Parce que Kagame dit qu'il est non partant. Ça aurait été facile hier, sous le régime Kabila, que ces discours de Kagame puissent passer, parce que là, il s'est camouflé derrière une panoplie de mouvements rebelles et le régime de Kinshasa faisait la langue du bois, évidemment, pour dénoncer. Aujourd'hui, c'est toute la communauté internationale, c'est le monde entier qui reconnaît que derrière le mouvement d'agression, il y a le Rwanda. Le plus important ici serait de mettre M. Kagame à l'épreuve. D'abord,
commencer par retirer les troupes rwandaises et voir la suite, si effectivement on parlera encore de M23 ou encore de Corneille Nangaa. Vous avez saisi sa question, mais il nie qu'il n'a pas de troupes au Congo. C'est ce que j'ai dit. Nier, c'est lui qui parle. Mais le plus important, il nie. Mais au moins d'abord, que l'on puisse retirer les éléments. Ils sont identifiables. On peut nier, mais les faits sont sacrés. On parle de tout Congolais. On est face à la sacralité des faits oui, ici. Mais il parle des FDLR qui ont été recrutés par le pouvoir de Kinshasa pour semer la désolation à Kigali. C'est tous les problèmes. Donc Kagame se voit dans une posture de protéger l'intégrité du Rwanda. Non, Kagame est en train de servir aux intérêts. C'est peut-être là qu'il va falloir enseigner notre jeunesse qui nous suit. Est en train de servir aux intérêts des impérialistes. Les impérialistes qui, eux, sont dans leurs intérêts économiques, mais en même temps, Kagame ayant cultivé, même dans l'esprit de Rwandais, les velléités expansionnistes, a servi d'un couloir à ceux-ci. Voilà pourquoi il y a une dualité dans cette problématique de la guerre. D'un côté, la communauté internationale avec ses velléités économiques, le Rwanda, les velléités expansionnistes. Alors ça constitue une dualité qui se cache derrière une guerre d'agression, évidemment pour arriver effectivement à obtenir les sols pour le cas du Rwanda, et deuxièmement, cette communauté internationale qui sert le Rwanda aujourd'hui et veut se contenter de sa posture. Et là, pour vous parler bien, je suis désolé de vous interrompre, ça veut dire que nous avons affaire à un État faible. D'autant plus que nous avons quasiment le même partenaire avec le Rwanda. Et nous voudrions que cette communauté dite internationale sanctionne économiquement le Rwanda pendant que ce sont eux qui jouent à la dualité avec le Rwanda. Faudrait-il pas changer des donnes? Mais malheureusement, la notion qu'on était en train tout à l'heure de donner à la jeunesse, elle a été toute stoppée, alors que c'est une pédagogie importante. Parce qu'il va falloir que nous enseignions à notre jeunesse la vérité. Lorsqu'elle grandira, elle ne s'en détournera pas. Puisque Paul Kagame sert aux intérêts de la communauté internationale, évidemment pour parvenir à ses intérêts à lui, qui sont bien évidemment élucidés, expansionnistes sur le sol congolais, je pense que le plus important ici, pour ce qui nous concerne la RDC, c'est de nous servir de nos capacités, notamment de notre potentiel économique, pour changer les fusils d'épaule. Changer les fusils d'épaule, ça veut dire, autant on veut passer par nos richesses, par notre minerai, pour nous assévir, pour nous assiéger, autant nous devons nous servir de la même chose, ça veut dire de notre potentiel économique, pour nous rendre forts. Face à cette complicité à la base de cette dualité qui consacre cette guerre, la RDC, effectivement, doit aussi établir des partenariats militaires. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un partenaire qui est l'Afrique du Sud par les biais de la SADC. Mais je me dis, l'Afrique du Sud qui a déjà une industrie d'armement, pourquoi pas la RDC dirait, je signe dans ces cas, au regard de mon potentiel, un partenariat militaire direct avec l'Afrique du Sud. Ça veut dire partenariat minéré, armement. De cette manière-là, la RDC aura aussi un partenaire fort. Pourquoi elle aura un partenaire fort? Parce que, indirectement, le fait d'avoir un partenariat avec l'Afrique du Sud, la RDC sera devenue partenaire du BRICS, puisque l'Afrique du Sud fait partie intégrante du BRICS. Alors, puisque nous serons du côté BRICS, nous avons également la Russie. La RDC pourra se contenter cette fois-ci de la force et faire face à cet impérialisme. Voilà pourquoi, à ce niveau-là, je pense qu'il s'agit juste d'une petite stratégie, mais également, je pense que le chef de l'État n'est pas ignorant. Non, je n'ai pas fini. Le chef de l'État n'est pas ignorant de ce qu'il est en train de faire. Sa stratégie doit aller dans l'espace et courir conformément au temps et aux enjeux. Voilà pourquoi nous n'avons pas à avoir la prétention de dire au chef d'État ce qu'il doit faire et aussi d'être agité par rapport à la situation qui arrive, puisque je pense que c'est une situation, j'avais dit dans l'entrée de jeu, c'était une aventure sans lendemain. Vous dites une aventure sans lendemain, mais on compte plus de 6 millions de déplacés internes dans la partie orientale. 3600 morts. Et 3600 morts. Ben oui, c'est ce qui rend cette aventure sans lendemain, puisque lorsque vous parlez de 3600 morts, en d'autres termes, ça s'appelle génocide. Oui. Et un génocide est un crime puni par la loi. La RDC n'a pas croisé les bras. Les moteurs sont activés effectivement pour que les acteurs de ces génocides répondent de leurs actes. Je pense qu'au niveau interne, vous avez suivi déjà avec le ministre de la Justice, les batteries étaient activées de manière à ce que ces assassins puissent répondre de leurs actes, mais ça ne s'arrêtera pas là. Même au niveau international, ça devra aller ainsi, puisque ce sont des sangs innocents qui se sont fait bafouer, on a jeté en pâture un avenir d'un pays par le fait des intérêts économiques. Mais
la RDC ne se laissera pas faire face à une telle aventure. Le président Tshisekedi a toujours qualifié de l'opposition congolaise comme étant une opposition faible. Devoir de mémoire oblige, 36 ans de lutte de l'IDP Tshisekedi. Ça sous-entend que vous avez lu et compris les failles de ceux qui gouvernaient pour qu'une fois au pouvoir, vous fassiez mieux. C'est dont vous soulevez comme thèse et hypothèse. Ça sous-entend sous une autre oreille que ce sont des choses connues par du fait que vous avez longtemps traîné dans l'opposition. Pourquoi arriver au pouvoir, l'impression qui est dégagée est de ceux qui tâtonnent? Non, la précision qu'il va falloir apporter d'abord dans l'expression opposition, il y a pété, n'a rien à voir avec une sorte de mépris des individus, ça veut dire des acteurs de l'opposition, non. Une opposition est portée d'abord par une thématique adoubée par la population. Lorsqu'une opposition manque de thématiques adoubées par la population, celle-ci est faible. Ça veut dire lorsqu'Étienne Tshisekedi était un opposant fort, ce n'était pas par le fait de l'individu Étienne Tshisekedi, mais plutôt par le fait de ses idéaux, de sa vision acceptée par l'écrasante majorité de la population qui faisait de lui un opposant fort. Chez non manquant aujourd'hui dans l'opposition, c'est qui consacre le qualificatif opposition, il y a pété. Mais répondant à votre question relative à ce que vous considérez être une faiblesse, notamment de la gouvernance, non. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, conformément aux prescrits de la loi, ça veut dire nous avons accepté d'être un pays régi par une constitution et que tout pouvoir qui arrive devrait passer par le respect de ce canal. Nous pensons plutôt qu'il fallait accorder la possibilité au peuple congolais qui a fait son choix, qui a jeté son dévolu sur le président Félix Tshisekedi, que ces derniers puissent gouverner et que le constat de ces faiblesses par l'opposition soit motivé par les idées et qu'elles soient sanctionnées par la population. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le cadre d'une sanction populaire, on est dans le cadre d'une sanction armée, ça veut dire d'une opposition armée qui est prohibée par la Constitution. Je pense qu'on est même perdu, on ne sait plus ce qu'on veut. Dans ces cas, on ne parlera pas de la population ou encore de la gouvernance, puisque l'appréciation de la gouvernance de Tshisekedi, ça ne doit pas être l'apanage des individus, notamment de l'opposition, mais plutôt de la population, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort, c'est la loi des armes qui doit passer. C'est une violation grave de la Constitution, ce qui me pousse à dire que votre réflexion n'a pas épousé la logique normale qui devait l'être. Mais par contre, ici, nous sommes en train de nous perdre par une logique qui nous est imposée, à cause des intérêts, mais également par une sorte de velléités expansionnistes, comme je l'avais aussi ici dit. Voilà pourquoi nous demandons au peuple congolais de ne pas se laisser distraire par ce qu'il voit. C'est un mouvement des mirages. Ça n'arrivera pas, ça va s'éteindre. C'est un mouvement à petit feu qui s'éteindra tout de suite. Et les acteurs de ceux-ci répondront de leurs actes. Et d'ailleurs, nous craignons même que ça arrive pour eux, comme ce fut le cas avec notre frère que nous avons toujours regretté, dont l'intention était peut-être aussi bonne, notamment d'apporter une libération par ce qu'il avait qualifié être une dictature, ce qui était vrai, de Mobutu. Mais le cas d'espèce aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi issu de la voie des urnes, et ce qui fait d'ailleurs que ce mouvement ne parvient pas à une adhésion populaire, ce qui fait que ça n'arrivera nulle part, et c'est le peuple qui finira Monsieur par gagner. Cédric Moudianto, vous avez dit que ma réflexion n'a pas suivi une logique normale. Alors, quand on passe du temps dans l'opposition, ça sous-entend que comme Fayoulou est en train d'observer Tshisekedi, il comprend les failles de Tshisekedi. Il s'est dit, ben moi, si je deviens président, je ne commettrai pas les mêmes erreurs que ceux qui m'ont précédé. C'est ce dont on attendait du président Tshisekedi. Ça nous aurait évité ces discours des sophistes, des gens qui parlent un français rose pour amadouer le public, parce qu'on sait que l'expression est un ingrédient qu'il faut traiter le public pour avoir ce dont on a besoin en politique. Vincent, l'histoire de ce pays nous renseigne que récemment, le prélat catholique avait dit que nous étions une prison à ciel ouvert. Ça veut dire l'un des problèmes qui rongeait le développement du Congo, c'était d'abord une dictature sans partage, c'était les corruptions endémiques, les détournements qui étaient devenus les caractéristiques de la gouvernance, qui effectivement faisaient que le peuple congolais vise paupérisé sur un sol plutôt mélodique par la nature. Écoutez, je suis en train de répondre à votre question. L'étude par le président Félix Tshisekedi, relayant évidemment la vision du fait Dr Étienne Tshisekedi, de ces tableaux, a poussé d'abord à l'émergence d'une thématique politique qui était
la création d'un état de droit et donc le dogme, le peuple d'abord. Arrivé, le président Tshisekedi a commencé par décrisper l'environnement politique, évidemment pour asseoir un règne de la démocratie. La décrispation a effectivement réussi puisqu'aujourd'hui, vous avez une opposition qui vit en dépit de tout. Vous n'avez pas d'opposant qui soit envoyé forcément en exil. Vous n'avez pas d'opposant qui soit mis en prison sur complot politique. Ceux qui sont là sont qui? Écoutez, j'ai dit sur coup de complot politique, il n'y a pas d'opposants aujourd'hui qui sont en prison à cause d'un complot. Kaboun, c'est qui? Non, mais Kaboun devait répondre d'un acte. Kaboun avait passé aux aveux, il avait dit... Moukébaï. Non, mais oui, si vous dites ça, d'ailleurs, c'est un crime puisque Moukébaï a tenté de soulever le pays... Pardon, le pays contre un individu. Il a fait des affirmations gratuites. Écoutez, faire les affirmations, c'est bon. Mais encore faut-il les soutenir devant la justice. Donc la lorsque vous ne soutenez pas, ça devient une infraction. Et le chef de l'État n'a jamais dit... en exil. Qu'il a envoyé en exil. Non, mais écoutez, ne considérez pas les gens... Ne considérez pas les gens comme des exilés. Qui a chassé Moïse Katumbi de ce pays? Quand quelqu'un se trouve aisé d'aller passer les restants de sa vie en Europe et que la meilleure manière pour lui d'avoir peut-être de ne pas faire un exil clandestin, c'est de trouver une thématique politique. Pourquoi il faut attribuer cela à l'État? Franck n'était pas un monsieur déshonorant au pays. Ancien parlementaire, il avait gagné sa vie soprement. Il a quitté le pays parce que le climat politique n'était pas bon. C'était un climat délétère qui l'a pas permis. Brandissez-moi même une invitation de la justice à Franck Diongo pour un fait quelconque. Oh, mais quand ce qu'on appelle les forces... du progrès. Les forces du progrès ici sont entrés dans sa maison, vandalisant pratiquement toute sa résidence, de toutes les façons, lui demandant de s'agenouiller et s'excuser au président de la République. Cette humiliation-là, vous trouvez que c'est anodin? Nous parlons des institutionnels. Lorsque vous me parlez de force du progrès, d'abord, je ne sais pas c'est quelle institution qui s'appelle force du progrès. Je ne sais pas vous l'identifier comme... Oui, mais ils sont utilisés. Hein. Je sais pas. Ce sont des jeunes drogués qui sont utilisés. Ce sont vos affirmations à vous. Dites-moi quelle menace institutionnelle, quelle menace de la justice, quelle menace du régime que Franck Diongo brandit comme prétexte d'un exil. Alors, on va quitter les dossiers, Franck. Non, je répondais à votre question, c'est très important. Donc, l'examen par le président Félix Tshisekedi de la situation politique congolaise, qui a milité à son élection, aujourd'hui, il est en train de l'exécuter sur le plan social, sur le plan économique, sur plusieurs plans. Il y a une avancée. Je ne peux pas ici être triomphaliste pour dire tout est rose, mais il faudrait reconnaître avec le peuple congolais que, nonobstant le fait que nous étions dans un trou, mais nous sommes en train d'évoluer et que nous sortons la tête de ces trous. Le plus important, c'est que nous n'avions pas un bâton magique qui transformerait la situation, mais le plus important, c'est de constater la petite évolution à la suite d'une volonté politique qui n'y avait pas hier dans ce pays. On ne va quand même pas casser cet élan à cause des intérêts de quelques individus, alors que c'est le peuple qui en est bénéficiaire, chers amis. Hier, c'était Kabila, la grande problématique de l'insécurité dans la partie orientale. Nous avons, on a grandi sous l'UDPS, on nous disait que c'était Kabila, le patron de l'insécurité. Kabila a quitté le pouvoir, l'insécurité est loin de terminer. On peut également penser que le président Tshisekedi, c'est lui qui crée cette insécurité. Non, non. Kabila demeure le patron de l'insécurité d'abord parce que, il a fait croire aux Congolais qu'il avait fini l'insécurité à l'Est. Non, il ne pouvait pas finir l'insécurité à l'Est et pourtant il en est encore une fois aujourd'hui la cause est même amplifiée par le fait qu'hier, lorsque lui pensait avoir fini, c'était à la suite des accords compromettants qu'il avait fait avec ses ennemis. Alors, l'arrivée du président Félix Tshisekedi, refusant d'accorder ce que son prédécesseur avait accordé, a consacré le retour de cette situation d'insécurité. Pire encore, Joseph Kabila, par son appétit glouton de revenir au pouvoir, il alimente encore un autre mouvement qu'il appelle AFC, avec en toile de fond une sorte de trahison s'affiliant à l'ennemi. Ça veut dire un prétendu fils du pays qui va vers l'ennemi pour tuer. Vous avez parlé de plus de 1800 Congolais. C'est quoi la finalité? 3600 Congolais. C'est pas de la manipulation. C'est pour quelle finalité? Permettez-moi de relancer. C'est pas de la manipulation, le fait de dire que Joseph Kabila Kabange serait le patron de l'AFC de Corneille Nangaa. Si cela s'avère authentique, vous avez
la justice entre vos mains. Pourquoi ne pas intenter un procès contre Kabila et apporter vos moyens de défense? En lieu place de les dire non, mais j'avais déjà tout bonnement. J'avais déjà ici répondu à votre question. Les indicateurs établissant la relation ont déjà été faits et l'ont prouvé. Mais par rapport aux poursuites, je vous ai dit, Corneille Nangaa, il y avait déjà une démarche ici, puisque c'est lui qui porte l'étendard. On lui a fait porter l'étendard de ce qui se passe. Il répondra de telle manière, on remontera la filière. Et vous avez cité Joseph Kabila Kabange, ça suppose que vous avez des faits probants. Mais effectivement, nous avons des faits probants. C'est lui qui l'a dit, c'est le garant, c'est le numéro 1 de tous les Congolais. Quand il dit tous les services de renseignement militaires, tous les services de renseignement convergent vers lui, il ne l'a pas dit en vain. Voilà pourquoi je t'ai dit, c'est lui à qui on a fait porter l'étendard de cette aventure-là répondra et de lui on remontera la filière pour attraper l'intelligentsia de cette situation. Cédric Boudiantou, vous n'avez pas l'impression que nous voulons vivre cette fois-ci la Kabylie, je parle de Laurent Désiré Kabila, et le mouboutisme. Kabila était à Goma, il demandait la négociation avec Mobutu, Mobutu refusait, comme le cas aujourd'hui. Félix Tshisekedi refusait de dialoguer avec Corneille Nangaa et ses troupes. Deux situations toutes différentes. Aujourd'hui, Corneille Nangaa occupe la ville de Goma. Deux situations toutes différentes. Il dit qu'il va arriver petit à petit jusqu'à Kinshasa et installer un régime légitime démocratiquement. Permettez-moi de vous dire que c'est ce qui consacrera la mort de Corneille Nangaa. Vous n'avez pas peur qu'on vive cette situation? Non, non. Pourquoi? Parce que sa lecture de l'histoire est biaisée. Et je ne voudrais pas que vous puissiez effectivement biaiser l'appréhension de la population par rapport à cette situation. Je vais clarifier et je voudrais que vous me donniez du temps par rapport à ça. Allez-y. Non, c'est deux tableaux totalement différents. Pourquoi? Laurent Désiré Kabila arrive sur un fond de libération. Et libération, tout le monde savait que ça faisait 32 ans qu'un individu, le léopard, qui s'était fait baptiser Seko, marchait sur le pays bafouant toutes les valeurs démocratiques et même de la bonne gouvernance. Ce qui fait qu'il était désavoué par l'ensemble de la population qui attendait, comme les esclaves israéliens, attendaient un certain Moïse. S'étant présenté comme le Moïse qui devait arriver, M. Laurent Désiré Kabila a commencé par avoir l'adoption, l'adhésion populaire. C'est ce qui a facilité comme le cas aujourd'hui à Goma, dans un meeting. Laissez-moi vous répondre. C'est ce qui a facilité l'évolution de toute la situation, premièrement. Mais deuxièmement, ne perdez pas de vue que l'AFDL n'a pas combattu. L'AFDL n'a pas eu de résistance en face. Sauf la plus grande résistance rencontrée par l'AFDL, c'était la guerre des Kenge. 80 jours. Et n'oubliez pas que la guerre des Kenge, ce n'était pas le Rwandais qui l'avait livrée. C'est pour dire déjà à Corneille Nangaa que Paul Kagame n'acceptera pas que ces éléments aillent au-delà des 1000 km. Ils ne sont en train que de se battre dans cette région-là. Parce que la guerre de Kenge-Soumouze, c'était plutôt le gouvernement angolais répondant à l'ONITA. ONITA qui était l'armée de Savimbi. Évidemment, vous savez que Savimbi était soutenu par Mobutu. L'effet par Savimbi d'avoir apporté un soutien militaire à Mobutu avait poussé au gouvernement angolais de sortir aussi l'armée angolaise. Ce qui avait confronté les deux à Kenge. Ça veut dire l'armée congolaise appuyée par l'ONITA a lutté pas face au Rwandais de M. Laurent Désiré Kabila, mais plutôt contre l'armée angolaise. C'est une autre donne aujourd'hui. Premièrement, parce que j'ai ici dit que les Rwandais, encore avec l'histoire de la guerre de Kinshasa en 1998, ne se les permettront pas. Ce qui fait que Corneille Nangaa a fait une mauvaise lecture de la situation. Encore qu'aujourd'hui, en plus de ça... Quels sont les indicateurs qui vous font croire que les Rwandais ne vont pas se permettre d'arriver à Kinshasa? Puisqu'ils ne se l'ont jamais... Ils ne s'étaient pas permis ça avec M. Laurent Désiré Kabila. Vous avez suivi le discours de Vital Kamerhe qui dit que d'ici peu, si nous dormons, ils vont prendre Bukavu. Lorsque les Rwandais sont arrivés, c'est après la prise du pouvoir par Mouzé, par méthode de brassage et de mixage. D'ailleurs, vous souvenez-vous qu'il y avait un certain James Kabarebe qui était nommé le numéro 1 de notre armée. Le fait d'être nommé numéro 1 de notre armée, il y avait installation des officiers et même encore des éléments rwandais. Mais lorsqu'ils ils ont eu des problèmes avec Kinshasa, notamment M. Laurent Désiré Kabila, ils ne savaient pas par où sortir. Kinshasa a marché. Les Kinois ont marché sur eux. Ils ont en tête cette histoire. Je vous ai dit, retenez cette émission, gardez cette vidéo.
Paul Kagame, qui aujourd'hui est en train de tromper Nanga, qui attend aussi l'avoir sur un plateau comme il a eu M. Laurent Désiré Kabila, ne permettra pas que ces éléments aillent au-delà des 1000 km. Mais aussi, lui ne sera pas compté comme Mosé à l'appui angolais, puisque la donne est différente, déjà qu'il peine à avoir l'adhésion populaire. Écoutez, l'adhésion populaire sous Mosé, la thématique que je voulais donner, c'était l'effet du rejet du régime. Aujourd'hui, Tshisekedi est soutenu à 100% par le peuple congolais. Ce n'est pas un soutien où l'on impose à la population. Tu ne sors pas, on te fouette. Vous avez vu des Congolais qui se sont fait fouetter là-bas. Donc on terrorise la population pour répondre à un meeting, une population qui a les souvenirs de plus de 3000 morts. Donc une population qui se présente par contraignance, par contrainte, encore que population brave, qui vient pour répondre à la question Fachi, pour dire que Fachi va-t'en. Et ils répondent Fachi président. Ça encore, c'est un autre message que vous devez, vous, en tant que journaliste, montrer à la population. Un peuple qui n'est pas dupe, un peuple vaillant. Nous sommes ici, j'ai dit que c'est une histoire sans lendemain. Vous le verrez, Corneille Nangaa sera devant la justice. Vous parlez de l'adhésion populaire qu'a bénéficié Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, Corneille Nangaa vous a prouvé le contraire. Vous parlez d'une ancienne vidéo. Il a demandé d'ailleurs à la jeunesse gomatracienne de s'enrôler massivement à l'armée. Vous avez vu les mains qui se sont levées pour pouvoir s'enrôler dans l'armée. Vous n'avez pas peur que Nangaa avance petit à petit jusqu'à Kinshasa et démanteler, ou mettre fin au régime de Tshisekedi aujourd'hui? Je viens de vous clarifier. Je viens de peindre les tableaux. Mais aucun indicateur n'éprouve que Félix Tshisekedi aujourd'hui est populaire. Ben, quand vous dites aucun indicateur ne prouve que... Allez-y, prouvez-le ici. Non, mais je vous le prouve par le fait. Aujourd'hui, vous avez, à travers les réseaux et partout, le soutien qu'il bénéficie de la population. Comment voulez-vous dire qu'il n'est pas populaire alors qu'il est à la base de toutes les actions saluées par la population? L'adhésion populaire, vous voulez que ça se démontre par quoi? La résistance que vous avez vue à Bukavu. Ceux Congolais qui étaient dehors, face à la menace de l'armée rwandaise. Vous voulez qualifier ça comme un fait inutile, un fait anodin? Je vous assure que l'aventure de Corneille Nangaa ne rencontrera pas une adhésion populaire puisque le peuple congolais déterminé, le peuple congolais mobilisé comme un seul homme n'acceptera pas qu'il se passe encore l'histoire de 1997, encore que nous avons aujourd'hui un régime qui est issu du peuple congolais. Aussi, il ne faudrait pas que vous montriez à la population qu'il s'agit d'une guerre de Félix Tshisekedi. Non. Le problème aujourd'hui, on s'acharne contre Félix Tshisekedi puisque c'est celui qui amène la détermination de renverser les paramètres du contrôle de la RDC comme un sous-État par un si petit État utilisé comme une marionnette par les puissances internationales. Tshisekedi s'étant déterminé à mettre fin, à rompre évidemment cette appréhension des choses est aujourd'hui vu comme un ennemi, mais ce n'est pas l'affaire de Félix Tshisekedi. Ça pourrait être des Désiré demain, ça pourrait être des Vincent après-demain, ça pourrait être de Cédric Moudiantou. Donc n'attendons pas demain pour faire face à cette situation, ce maintenant, car il ne s'agit pas de l'affaire de Félix Tshisekedi, c'est notre affaire et nous gagnerons puisque nous sommes chez nous. Et Corneille Nangaa, malheureusement pour lui, il s'est fait utiliser pour peut-être un malheur qui l'attend demain. Très bien. Vous avez dit que, dernière question, vous avez dit que la crise n'est pas politique, elle est sécuritaire. Je vous donne 2 minutes pour pouvoir faire une proposition au chef de l'État. Laquelle proposition pourra l'aider à décrisper la situation? Non, mais écoutez, je n'ai pas de propositions à faire au chef de l'État pour l'aider. Non. J'ai des propositions en tant que Congolais à apporter, puisqu'il s'agit de mon pays. Il s'agit de mon pays. Mais tout en sachant que ce qu'il le fait, il le sait. Le plus important, c'est que je suis Congolais. On ne peut pas avoir plusieurs présidents à la fois. Peut-être que je le deviendrai demain. Mais le plus important, c'est que chaque Congolais puisse mettre la main dans la pâte et apporter quelque chose dans la construction de cet édifice. Voilà pourquoi je demande au chef de l'État de garder l'esprit de la défense de la souveraineté de notre pays. Nous ne pouvons pas accepter, chef de l'État, que nous soyons un pays sur lequel n'importe qui viendra marcher. Nous ne pouvons pas être le marché de tout le monde. Le peuple congolais ne peut pas être le dindon de toute farce politique.
Aujourd'hui, négocier, c'est une valeur. En politique, on n'exclut jamais dans la culture politique les négociations. Mais une négociation qui ne va pas piétiner la souveraineté au prix du sang. Notre souveraineté, nous l'avons au prix du sang de nos pères fondateurs, évidemment, notamment Patrice Emery Lumumba. Voilà pourquoi, tout en acceptant de négocier, d'entendre ce que le Rwanda veut de votre peuple, n'oubliez pas que qui veut la paix prépare la guerre et que toute paix acquise par une négociation seulement est sujette soit au chantage, soit à toute autre forme de fragilité. Nous ne voulons pas avoir une paix à court terme. Nous ne voulons pas avoir une paix fragile. Nous devons mériter notre paix. Nous sommes déterminés à nous battre pour cette paix-là. Ceux qui sont partis, nous devons défendre la cause de leur mort. Ils ne sont pas partis en vain. Et vous, vous êtes les garants de tout ce peuple. Vous êtes le garant de ceux qui sont morts et de nous qui sommes vivants. De l'au-delà où ils se trouvent, ils sont derrière vous tout comme nous qui sommes vivants. Voilà pourquoi ne baissez pas la tête. Ne changez pas de fusil d'épaule par rapport à la détermination que vous avez de faire la guerre à nos ennemis. Pourvu que ça devienne une guerre populaire, mais le plus important, que nous ayons cette paix, que nous ayons cette liberté qui est un droit pour nous, que nous ne pouvons pas quémander alors que nous sommes chez nous. Les dialogues proposés par la Cinco, je pense, président de la République, nous ne pouvons pas institutionnaliser le dialogue à la place de la Constitution, qui est le contrat social qui nous dirige. Voilà pourquoi, n'ayant pas de substance aucune d'ailleurs, nous ne voulons pas de ces dialogues-là qui est un piège. Nous acceptons que vous puissiez écouter à l'international ce qu'entend le président rwandais sur ce qui est à la base des faits, ce qui milite à cette guerre. Il faudrait bien sûr que vous l'entendiez à l'international, mais au niveau national, il n'y a aucune crise politique. Nous ne voulons pas de cette confusion nourrie par la Cinco d'une cohésion politique à la place d'une cohésion nationale. Et pourtant, la cohésion politique et la consécration de l'expression de la démocratie. Merci beaucoup. Cédric Moudiantou, oui ou non, si le chef de l'État négocie aujourd'hui avec l'AFC M23, vous serez contre lui? Non, le chef de l'État, oui, s'il négocie avec le M23 sous l'égide de la Cinco, je serai contre lui. Très bien. Merci. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Merci à M. Vincent. Restez branchés pour la suite des programmes.